Les cris déchirants résonnaient dans tout l'aéroport militaire de Ouagadougou, perçant le bourdonnement habituel des moteurs et des conversations officielles. Une jeune fille de 14 ans, vêtue de haillons poussiéreux et aux pieds nus couverts de blessures, se débattait avec une force surprenante contre les gardes qui tentaient de la maîtriser. Ses cheveux crépus étaient emmêlés, son visage marqué par les nuits passées à la belle étoile, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche qui contrastait avec sa frêle apparence. Elle hurlait sans relâche, sa voix se brisant sous l'effort et l'émotion, suppliant qu'on l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. « Oncle Ibrahim, ne montez pas dans cet avion, je vous en supplie. Ils veulent vous tuer. Il y a une bombe. Vous devez me croire. » Les soldats la tiraient brutalement en arrière, leurs mains agrippant ses bras maigres avec une force excessive, persuadés qu'elle représentait une menace pour la sécurité du président. La foule de diplomates et de fonctionnaires observait la scène avec un mélange de curiosité et d'indignation, certains détournant le regard face à la violence exercée sur cet enfant qui semblait avoir perdu la raison. Personne ne pouvait imaginer que cette adolescente dépenaillée, que la société avait abandonnée depuis si longtemps, détenait entre ses mains tremblantes le destin d'un homme qui incarnait l'espoir de tout un peuple et peut-être même celui de tout un continent en quête de dignité retrouvée. Fatima avait grandi dans les rues impitoyables de Ouagadougou depuis l'âge de 7 ans, après que ses parents eurent péri dans l'effondrement d'une usine textile exploitée par des entreprises étrangères qui ne respectaient aucune norme de sécurité. Elle avait appris à survivre en accomplissant de petits travaux pour les commerçants du marché central, en transportant des marchandises, en nettoyant des étals, en rendant service aux touristes égarés dans le dédale des ruelles colorées de la capitale burkinabé. Contrairement à d'autres enfants des rues qui avaient sombré dans la délinquance par désespoir, Fatima s'était toujours accrochée à une dignité farouche, refusant catégoriquement de voler ou de mendier, préférant travailler dur pour gagner les quelques francs qui lui permettaient de manger une fois par jour. Elle dormait sous l'auvent d'une ancienne boutique abandonnée, protégeant jalousement le petit coin qu'elle avait aménagé avec des cartons et des tissus récupérés dans les poubelles des tailleurs du quartier. Pour elle, Ibrahim Traoré n'était pas simplement un chef d'État distant et inaccessible, mais une figure presque paternelle qui avait redonné un semblant d'espoir aux oubliés de la société burkinabé. Lorsque le jeune président avait lancé son programme de cantine populaire, permettant même aux enfants sans foyer de recevoir un repas chaud quotidien, Fatima avait senti pour la première fois depuis des années qu'elle comptait aux yeux de quelqu'un. Elle avait pris l'habitude de se poster devant les vitrines des magasins d'électronique chaque fois que le président apparaissait à la télévision, écoutant religieusement ses discours enflammés sur la nécessité de libérer le Burkina Faso de l'emprise des puissances coloniales qui continuaient à piller les ressources du pays tout en maintenant sa population dans une pauvreté abjecte. Le parcours d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso avait été tout sauf conventionnel. Arrivé au pouvoir par un soulèvement militaire qui avait renversé un gouvernement corrompu jusqu'à la moelle et totalement inféodé aux intérêts occidentaux, le jeune leader avait immédiatement entrepris une série de réformes radicales qui avaient fait trembler les chancelleries européennes. Il avait expulsé les troupes étrangères qui occupaient le territoire burkinabé sous prétexte de lutte antiterroriste, dénoncé les accords commerciaux léonins qui permettaient aux multinationales d'exploiter les mines d'or du pays en échange de redevances dérisoires et proclamé haut et fort que l'ère de la soumission était définitivement révolue. Ces décisions courageuses lui avaient valu l'admiration passionnée de millions d'Africains à travers le continent, mais également la haine implacable de ceux qui profitaient depuis des décennies de l'exploitation éhontée des richesses africaines. Des rumeurs persistantes circulaient dans les milieux diplomatiques selon lesquelles plusieurs tentatives d'assassinat avaient déjà été déjouées, et que des réseaux d'espionnage étrangers cherchaient activement à éliminer cet homme qui osait défier l'ordre établi. Traoré lui-même en était parfaitement conscient et avait renforcé considérablement son dispositif de sécurité. Mais comme il aimait à le répéter lors de ses interventions publiques, aucun système de protection ne pouvait être totalement infaillible face à la détermination d'ennemis disposant de moyens illimités et d'une volonté féroce de préserver leurs intérêts économiques colossaux. C'était 4 jours plus tôt que tout avait commencé pour Fatima, lors d'une journée torride où elle errait dans le quartier des affaires à la recherche d'opportunités de travail. Elle s'était retrouvée près d'un hôtel luxueux, fréquenté par des hommes d'affaires étrangers,
et des consultants internationaux, espérant peut-être porter les bagages de quelques touristes généreux. C'est alors qu'elle avait remarqué 2 hommes de type européen, vêtus de costumes sombres impeccables, qui discutaient avec animation sur la terrasse de l'établissement, pensant manifestement qu'ils étaient à l'abri des oreilles indiscrètes. Fatima s'était approchée discrètement, feignant de ramasser des détritus comme elle le faisait parfois pour gagner quelques pièces, et elle avait tendu l'oreille sans vraiment comprendre au début de quoi il s'agissait. Les 2 hommes parlaient en français, avec un accent qu'elle identifiait comme étant celui des Français de métropole, et leur voix trahissait une tension palpable. « L'opération est confirmée pour mardi prochain », avait déclaré le plus grand des 2, un homme aux cheveux grisonnants et au regard glacial. Notre contact à l'intérieur de la base aérienne a accès aux zones de maintenance et pourra installer le dispositif dans le train d'atterrissage de l'appareil présidentiel. L'explosion aura lieu en plein vol, au-dessus d'une zone désertique, et il ne restera rien qui puisse permettre une enquête sérieuse. Le sang de Fatima s'était glacé dans ses veines, tandis qu'elle réalisait progressivement l'horreur de ce qu'elle venait d'entendre. Le 2e homme, plus jeune et visiblement nerveux, avait demandé des précisions sur le calendrier exact de l'attentat. « Le président doit se rendre à une conférence régionale à Accra mardi matin », avait répondu son complice, avec un détachement glaçant. « Il décollera de l'aéroport militaire à 9 heures précises. Notre opérateur aura terminé son travail la veille au soir lors de la dernière révision technique de l'avion. Le système est sophistiqué, indétectable lors des contrôles de routine et programmé pour se déclencher dès que l'altitude de croisière sera atteinte. Nous aurons quitté le pays bien avant que quiconque ne comprenne ce qui s'est passé. » Fatima avait senti son cœur battre si fort qu'elle craignait que les 2 conspirateurs ne l'entendent. Elle s'était éloignée aussi discrètement que possible, ses mains tremblant violemment tandis qu'elle essayait de réfléchir à ce qu'elle devait faire. Prévenir la police lui semblait inutile et même dangereux, car qui croirait une adolescente des rues accusant des hommes blancs respectables d'un complot aussi invraisemblable? Elle risquait plutôt d'être arrêtée elle-même pour diffamation ou pour avoir perturbé l'ordre public, voire d'être livrée directement aux conspirateurs si des éléments corrompus existaient au sein des forces de sécurité. Non, elle devait trouver un moyen d'atteindre directement le président, de le regarder dans les yeux et de lui faire comprendre que le danger était réel et imminent. Mais comment une simple enfant des rues pouvait-elle espérer approcher l'homme le plus protégé du pays, entouré en permanence par des dizaines de gardes du corps surentraînés et méfiants envers le moindre inconnu? Les jours suivants avaient été un cauchemar d'angoisse et de préparation fébrile pour Fatima. Elle avait passé tout son temps à essayer de glaner des informations sur les déplacements présidentiels, écoutant les conversations dans les cafés, se postant près des kiosques à journaux pour lire les gros titres, questionnant discrètement les gens qui semblaient avoir des connexions avec le gouvernement. Elle avait fini par apprendre que le président devait effectivement partir pour le Ghana mardi matin, information qui confirmait de manière terrifiante ce qu'elle avait entendu. Elle avait alors cherché de l'aide auprès de Karim, un ancien instituteur devenu vendeur de rue, après avoir été licencié pour avoir participé à des manifestations syndicales. L'homme, qui avait toujours montré de la gentillesse envers Fatima et lui apprenait parfois à lire et à écrire sur des morceaux de carton, avait écouté son histoire avec une gravité croissante. « C'est extrêmement sérieux ce que tu me dis là, petite », avait-il murmuré en jetant des regards inquiets autour d'eux. « Si c'est vrai, nous parlons d'une conspiration internationale impliquant probablement des services secrets étrangers. Mais comment pouvons-nous agir sans preuves concrètes, sans rien d'autre que les paroles entendues par une enfant ?» Karim avait néanmoins accepté de l'aider dans la mesure de ses moyens limités, lui fournissant des informations sur la topographie de l'aéroport militaire qu'il connaissait pour y avoir travaillé brièvement comme enseignant dans une école située à proximité. « Il y a une zone moins surveillée du côté nord-est », lui avait-il expliqué en traçant un schéma approximatif sur le sol poussiéreux. « C'est par là que passent les camions de livraison pour les cuisines et les cantines de la base. Si tu veux vraiment tenter quelque chose, c'est probablement ton meilleur point d'entrée, mais je te préviens que c'est de la pure folie et que tu risques ta vie. » La veille du départ présidentiel, Fatima n'avait pratiquement pas dormi, son esprit tournant en boucle sur les différentes manières dont son plan désespéré pouvait échouer. Elle imaginait les gardes lui tirant dessus avant même qu'elle ne puisse crier son avertissement, ou pire encore, réussissant à délivrer son message mais n'étant pas cru, condamnant ainsi le président à monter dans un avion piégé pendant qu'elle serait emmenée en détention.
Mais l'alternative était encore plus insupportable. Rester passive et assister impuissante à l'assassinat de l'homme qui représentait le seul espoir pour les déshérités comme elle. L'homme qui avait redonné un minimum de dignité aux millions de Burkinabés exploités depuis si longtemps. Aux premières lueurs de l'aube mardi, Fatima s'était mise en route vers l'aéroport militaire, marchant pendant des heures sous un soleil déjà accablant, ses pieds nus martyrisés par l'asphalte brûlant et les cailloux acérés. Elle avait atteint le périmètre de la base vers 7 heures du matin. Se cachant dans les buissons épineux qui bordaient les hautes clôtures métalliques, observant patiemment le va-et-vient des véhicules de livraison. Sa chance était venue lorsqu'un camion réfrigéré transportant des denrées alimentaires s'était arrêté au poste de contrôle principal. Profitant de la distraction des gardes occupés à vérifier les documents du chauffeur, elle avait rampé sous le châssis du véhicule et s'était agrippée désespérément au tuyau d'échappement encore tiède, priant pour que personne ne remarque sa présence. Le trajet avait été atroce. Chaque secousse menaçant de la faire tomber et d'être écrasée par les roues massives, la chaleur du moteur brûlant sa peau délicate, mais elle avait tenu bon, serrant les dents jusqu'à ce que le camion s'immobilise enfin près d'un hangar de stockage. Avant de continuer avec cette histoire qui vous touche peut-être au plus profond de vous-même, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Vous savez, créer ces récits qui révèlent des vérités cachées et donnent une voix à ceux qu'on n'entend jamais, c'est un travail de passion, mais c'est aussi un combat quotidien contre les algorithmes qui préfèrent les contenus faciles et superficiels. Chaque fois que vous prenez quelques secondes pour vous abonner à cette chaîne, chaque fois que vous laissez un commentaire même très court pour partager ce que vous ressentez, vous m'aidez à continuer ce travail et à toucher encore plus de personnes avec ces histoires qui méritent d'être racontées. Je ne vous demande pas ça comme une formalité. Je vous le demande parce que je crois sincèrement que nous formons une communauté de personnes qui refusent les mensonges confortables et qui veulent comprendre les vraies luttes de notre monde. Alors si cette histoire vous remue, si vous sentez que quelque chose d'authentique se passe ici, rejoignez-nous vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez eu le courage de Fatima, si vous pensez que les enfants des rues méritent une vraie chance dans la vie, ou racontez-moi simplement votre propre expérience de ces moments où il faut choisir entre le silence confortable et l'action courageuse. Maintenant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés, car l'histoire de Fatima est loin d'être terminée. Fatima s'était laissée tomber du châssis du camion dès que celui-ci s'était arrêté, roulant rapidement derrière une pile de caisses en bois avant que quiconque ne puisse la repérer. Son corps entier tremblait d'épuisement et de terreur, ses bras et ses jambes couverts de brûlures superficielles et d'écorchures sanglantes, mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle devait maintenant traverser la base militaire sans se faire repérer, trouver l'avion présidentiel et surtout réussir à approcher suffisamment le président pour lui transmettre son avertissement vital. Elle avait commencé à progresser lentement entre les bâtiments, se cachant derrière chaque obstacle, observant les schémas de patrouille des gardes, attendant patiemment que leur attention se porte ailleurs avant de sprinter vers la cachette suivante. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine, mais elle continuait d'avancer, guidée par une détermination qui dépassait la simple logique ou l'instinct de survie. Au loin, elle avait fini par apercevoir un avion plus imposant que les autres, peint aux couleurs nationales du Burkina Faso, autour duquel s'affairaient des techniciens en uniforme et des membres de l'équipage. C'était forcément l'appareil présidentiel, celui qui était censé décoller dans moins d'une heure, avec à son bord un homme condamné à mort sans même le savoir. C'est à ce moment précis qu'elle avait remarqué quelque chose qui avait fait se dresser tous les poils de sa nuque. Parmi les techniciens qui inspectèrent l'avion, elle avait reconnu l'un des 2 hommes qu'elle avait surpris en conversation 4 jours plus tôt à l'hôtel. Il portait maintenant une combinaison de mécanicien et semblait superviser quelque chose au niveau du train d'atterrissage, exactement comme l'avait décrit son complice lors de leur discussion. La confirmation visuelle de ce qu'elle avait entendu avait galvanisé Fatima d'une nouvelle vague d'urgence désespérée. Elle devait agir maintenant, avant que le président n'arrive et ne monte dans cet avion piégé. Elle s'était élancée de sa cachette, courant à découvert vers l'appareil présidentiel, et immédiatement des cris d'alerte avaient retenti dans toute la base. Des soldats s'étaient précipités dans sa direction, certains dégainant leurs armes, mais elle continuait de courir, ses poumons brûlant sous l'effort, ses jambes menaçant de céder à tout moment. Au loin,
Elle avait aperçu un convoi de véhicules officiels qui entrait dans le périmètre de l'aéroport, et son cœur s'était serré en comprenant que le président venait d'arriver. Elle était à quelques dizaines de mètres seulement de l'avion quand un garde l'avait plaqué violemment au sol, lui coupant le souffle et lui faisant voir des étoiles. D'autres soldats s'étaient empilés sur elle, l'immobilisant complètement, et l'un d'eux avait levé sa matraque pour la frapper et la faire taire, mais elle avait continué à hurler de toutes ses forces, chaque mot arraché du plus profond de son être terrorisé. « Il y a une bombe dans l'avion, s'il vous plaît, écoutez-moi, ils veulent tuer le président. Cet homme là-bas avec la combinaison bleue, c'est lui qui a posé la bombe. Ne le laissez pas monter dans cet avion, je vous en supplie. » Les gardes la traînaient maintenant vers un véhicule de sécurité, probablement pour l'emmener dans une cellule de détention où elle serait interrogée pendant que le président mourrait dans les airs. Mais soudain, une voix puissante et autoritaire avait coupé court à toute l'agitation. « Arrêtez immédiatement et amenez-moi cet enfant. » Le silence s'était abattu sur l'aéroport, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur géant. Ibrahim Traoré venait de descendre de son véhicule blindé et se tenait maintenant au pied de l'escalier menant à l'avion présidentiel. Sa silhouette imposante malgré sa jeunesse, son uniforme militaire impeccable contrastant avec les haillons de Fatima. Ses yeux perçants scrutaient la scène avec une intensité qui forçait le respect, et personne n'osait contester son ordre. Les gardes avaient relevé Fatima sans ménagement et l'avaient traînée jusqu'au président, la forçant à s'agenouiller devant lui dans une posture de soumission que le leader avait immédiatement rejetée d'un geste de la main. « Laissez-la se lever et reculez-vous », avait-il ordonné sèchement à ses hommes. « Cet enfant a quelque chose à me dire et j'ai l'intention de l'écouter. » Fatima s'était relevée péniblement, ses genoux tremblants menaçant de la faire s'effondrer à nouveau, mais elle avait levé les yeux vers le président et avait trouvé dans son regard quelque chose qu'elle n'avait plus vu depuis la mort de ses parents, de la compassion authentique mêlée à une curiosité sincère. « Parle sans crainte, petite », avait dit Traoré d'une voix étonnamment douce. « Dis-moi ce qui t'amène ici au péril de ta vie. » Les mots s'étaient alors déversés de la bouche de Fatima dans un flot chaotique mais passionné, racontant la conversation qu'elle avait surprise, décrivant les deux hommes, pointant du doigt le technicien en combinaison bleue qui commençait maintenant à s'éloigner discrètement vers la sortie de la zone sécurisée. « Il y a une bombe dans le train d'atterrissage de votre avion, monsieur le président. Ils veulent vous tuer avant que vous n'arriviez au Ghana. Cet homme là-bas, c'est l'un des conspirateurs. Je l'ai vu et entendu il y a 4 jours planifier votre assassinat. Je sais que je ne suis qu'une enfant des rues et que personne ne me croit jamais, mais je vous jure sur la mémoire de mes parents que chaque mot que je dis est la vérité absolue. » Le président avait observé Fatima avec une attention totale pendant qu'elle parlait et quelque chose dans son expression avait changé, une compréhension qui allait au-delà des mots prononcés. Il s'était alors tourné vers son chef de la sécurité avec une expression qui ne tolérait aucune contestation. « Je veux une inspection complète de l'avion immédiatement, en commençant par le train d'atterrissage, et je veux que cet homme, en combinaison bleue, qui essaie de partir discrètement, soit arrêté et fouillé sur le champ. Personne ne quitte cette base tant que nous n'aurons pas éclairci cette affaire. » Ce qui s'était produit ensuite avait ressemblé à une chorégraphie militaire parfaitement huilée. Des équipes spécialisées en déminage s'étaient de précipiter vers l'avion présidentiel avec leur équipement sophistiqué, tandis que des soldats encerclaient et neutralisaient le technicien suspect qui avait tenté de fuir, mais s'était retrouvé coincé contre une clôture du périmètre. Fatima avait été conduite à l'écart, mais maintenue sous surveillance bienveillante cette fois. Une couverture jetée sur ses épaules tremblantes et une bouteille d'eau pressée entre ses mains. Elle observait la scène se dérouler avec un mélange d'espoir déchirant et de terreur persistante, se demandant si elle avait réellement réussi à sauver le président ou si elle n'avait fait que retarder l'inévitable de quelques minutes. Les techniciens travaillaient avec une concentration féroce, démontant méthodiquement des parties du train d'atterrissage pendant que des chiens renifleurs passaient et repassaient autour de l'appareil. Le temps semblait s'être figé dans une bulle de tension insoutenable, où chaque seconde durait une éternité, où chaque mouvement des démineurs était scruté par des dizaines de regards anxieux. Le président lui-même était resté sur place malgré les protestations véhémentes de son équipe de sécurité qui voulait l'évacuer immédiatement, mais Traoré avait refusé catégoriquement de partir avant d'avoir la confirmation ou l'infirmation des accusations de Fatima. « Je ne laisserai pas cet enfant porter seul le poids du doute », avait-il déclaré fermement. « Si elle a raison,
Elle vient de sauver non seulement ma vie, mais l'avenir de notre révolution. Si elle a tort, je veux être présent pour comprendre comment nous avons pu faillir dans notre protection des citoyens les plus vulnérables, au point qu'une adolescente désespérée ait cru devoir risquer sa vie pour attirer notre attention. Le cri d'alerte avait retenti environ 25 minutes après le début des investigations. « Chef, nous avons trouvé quelque chose », avait hurlé l'un des démineurs, sa voix trahissant un mélange de soulagement et d'horreur. C'est un dispositif explosif de conception militaire, extrêmement sophistiqué, caché dans la jambe de force principale du train d'atterrissage avant. Il est programmé pour se déclencher en fonction de capteurs d'altitude et de pression. Si nous avions décollé, l'explosion aurait eu lieu à environ 8000 mètres, désintégrant complètement l'appareil sans laisser la moindre chance de survie à quiconque se trouvant à bord. Un silence de mort s'était abattu sur l'aéroport militaire, tandis que la réalité de ce qui venait d'être évité s'imposait à tous. Des hommes endurcis par des années de service militaire sentaient leurs mains trembler, réalisant qu'ils avaient été à quelques minutes d'une catastrophe qui aurait plongé le Burkina Faso dans le chaos. Ibrahim Traoré lui-même avait fermé les yeux un instant, respirant profondément pour maîtriser l'émotion qui menaçait de le submerger. Puis il s'était dirigé lentement vers Fatima, qui était toujours assise sur le sol, enveloppée dans la couverture, des larmes silencieuses coulant sur ses joues poussiéreuses. Le président s'était agenouillé devant elle, abandonnant toute considération de protocole ou de dignité officielle, et avait pris les mains tremblantes de l'adolescente dans les siennes. « Comment t'appelles-tu, ma courageuse enfant ?» avait demandé Traoré d'une voix étranglée par l'émotion. « Fatima, monsieur le président », avait-elle répondu dans un murmure à peine audible. « Mon nom est Fatima et je n'ai pas de famille depuis que mes parents sont morts il y a 7 ans. Je vis dans les rues et je dormais sous un auvent près du marché central jusqu'à aujourd'hui. » Le président avait hoché la tête lentement, comme s'il absorbait chaque mot et lui accordait toute l'importance qu'il méritait. « Fatima, je ne sais pas si tu comprends vraiment ce que tu viens de faire, mais tu as sauvé bien plus qu'une seule vie aujourd'hui. Tu as sauvé l'espoir de millions de Burkinabés qui croient en un avenir meilleur. Tu as sauvé une révolution qui vise à redonner à l'Afrique sa dignité volée depuis si longtemps. Et tu as prouvé que les plus grands héros ne portent pas toujours des uniformes militaires ou des costumes de diplomates. Parfois, ils portent des haillons et des pieds nus, mais leur cœur est plus grand que tous les palais du monde. » Le président s'était alors levé et avait fait face à tous les militaires, fonctionnaires et journalistes qui s'étaient rassemblés autour de la scène. « À partir de maintenant, Fatima est sous ma protection personnelle et celle de l'État burkinabé. Elle recevra une éducation complète, un logement digne et tout le soutien nécessaire pour réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Mais plus important encore, son histoire sera racontée dans toutes les écoles de notre pays pour rappeler à chaque génération que le courage et l'intégrité n'ont rien à voir avec la richesse ou le statut social. » Les jours qui avaient suivi cet événement dramatique avaient vu se dérouler une enquête approfondie qui avait révélé l'ampleur terrifiante de la conspiration. Le technicien arrêté s'était avéré être un agent infiltré travaillant pour un service de renseignement étranger, recruté et formé spécifiquement pour cette mission d'assassinat. Sous interrogatoire, il avait fini par avouer faire partie d'un réseau plus large, visant à déstabiliser tous les gouvernements africains qui osaient remettre en question les accords économiques hérités de l'époque coloniale. Les révélations avaient provoqué une onde de choc diplomatique, plusieurs ambassades étrangères se retrouvant sous surveillance accrue et certains diplomates étant expulsés du pays. Ibrahim Traoré avait utilisé cet incident pour renforcer encore davantage sa position, prononçant un discours mémorable devant l'Assemblée nationale où il avait dénoncé sans ambiguïté les tentatives continues de certaines puissances occidentales de maintenir l'Afrique dans une position de subordination économique et politique. Ce complot déjoué grâce au courage d'une enfant de 14 ans nous rappelle que nos ennemis ne reculeront devant rien pour protéger leurs privilèges injustes, avait-il tonné face aux députés qui l'applaudissaient debout. Mais il nous rappelle aussi que notre peuple, même dans ses membres les plus humbles et les plus oubliés, possède une force et une dignité que aucune conspiration ne pourra jamais détruire. 3 années s'étaient écoulées depuis ce matin dramatique à l'aéroport militaire, et la transformation de Fatima avait été aussi spectaculaire que celle de son pays. La jeune fille qui dormait autrefois sous un auvent défraîchi vivait maintenant dans une résidence confortable financée par l'État, fréquentait l'une des meilleures écoles de Ouagadougou
et excellait particulièrement en mathématiques et en sciences politiques. Elle avait découvert une passion pour l'ingénierie aéronautique, ironiquement le domaine même qui avait failli causer la mort du président, et rêvait maintenant de contribuer au développement d'une industrie aéronautique africaine indépendante. Mais au-delà de sa réussite personnelle, Fatima était devenue un symbole vivant de la transformation que le Burkina Faso tentait d'accomplir sous la direction de Traoré. Son histoire avait été racontée et re-racontée dans les médias nationaux et internationaux, inspirant d'innombrables jeunes, à travers le continent, à croire qu'ils pouvaient eux aussi changer leur destin et celui de leur communauté. Le président l'invitait régulièrement à des événements officiels, non pas comme une simple mascotte ou un symbole creux, mais comme une participante active aux discussions sur les politiques sociales visant à aider les enfants vulnérables. Fatima avait utilisé sa nouvelle position pour plaider inlassablement en faveur de programmes d'assistance pour les enfants des rues, partageant son expérience personnelle de la survie quotidienne et proposant des solutions concrètes basées sur une compréhension intime des défis auxquels ces jeunes faisaient face. L'impact le plus durable de son acte héroïque s'était manifesté dans la série de réformes sociales ambitieuses lancées par le gouvernement de Traoré. Profondément marqué par sa rencontre avec Fatima et par la réalisation brutale que des milliers d'enfants survivaient dans des conditions inhumaines pendant que lui-même se battait pour la dignité nationale, le président avait fait de l'éradication de l'itinérance infantile une priorité absolue de son mandat. Un vaste réseau de centres d'accueil avait été établi dans toutes les grandes villes du pays, offrant non seulement un toit et des repas, mais aussi une éducation de qualité, un soutien psychologique et une formation professionnelle. Le programme baptisé Initiative Fatima en honneur de l'adolescente qui avait inspiré sa création avait déjà sorti plusieurs milliers d'enfants de la rue et leur avait donné une véritable chance de construire un avenir digne. Les résultats préliminaires étaient encourageants, avec des taux de scolarisation en hausse spectaculaire et une réduction significative de la délinquance juvénile dans les zones urbaines. Mais surtout, on voyait dans les yeux de ces enfants autrefois désespérés une lueur d'espoir qui n'existait pas auparavant, la conviction qu'ils comptaient aux yeux de leur société et que leur vie avait de la valeur. Par une chaude après-midi de novembre, Fatima se tenait sur l'estrade d'une nouvelle école inaugurée dans un quartier défavorisé de la capitale, invitée à prononcer quelques mots devant une assemblée d'élèves, de parents et de dignitaires. À 17 ans maintenant, elle avait gagné en assurance sans perdre l'humilité qui la caractérisait, sa posture droite et son regard clair témoignant du chemin parcouru depuis ses jours dans la rue. « Quand on me demande si je me considère comme une héroïne, avait-elle commencé d'une voix claire qui portait jusqu'au fond de l'auditorium, je réponds toujours non. Je n'ai fait que ce que n'importe qui avec un minimum de conscience aurait dû faire. J'ai vu un danger, j'ai entendu une menace, et j'ai refusé de rester silencieuse même si cela signifiait risquer ma propre sécurité. Le vrai héroïsme, je le vois tous les jours dans les yeux des enfants qui arrivent dans nos centres d'accueil, traumatisés et méfiants après des années de survie dans les rues, mais qui trouvent encore la force de sourire, d'apprendre, de rêver à nouveau. Je le vois dans les éducateurs et les travailleurs sociaux qui consacrent leur vie à reconstruire ces jeunes âmes brisées. Et je le vois surtout dans la vision du président Traoré qui a compris que la vraie richesse d'une nation ne se mesure pas en tonnes d'or extraites de ses mines, mais en opportunités offertes à chacun de ses enfants sans exception. L'Assemblée avait applaudi chaleureusement, mais ce qui avait le plus touché Fatima était le regard des jeunes élèves au premier rang, certains anciens enfants des rues comme elle, qui la regardaient avec une admiration mêlée de reconnaissance, sachant qu'elle comprenait vraiment ce qu'ils avaient traversé. Ibrahim Traoré lui-même était présent à cette inauguration, comme il essayait de l'être chaque fois que son emploi du temps surchargé le permettait. Après le discours de Fatima, il était monté à son tour sur l'estrade et avait placé sa main sur l'épaule de la jeune fille dans un geste à la fois paternel et respectueux. Il y a 3 ans, cette remarquable jeune femme m'a sauvé la vie au péril de la sienne, avait-il déclaré face aux caméras qui immortalisaient le moment. Mais la vérité plus profonde est que nous nous sommes sauvés mutuellement. Elle m'a rappelé pourquoi nous menons ce combat pour l'indépendance réelle de notre pays, pas seulement pour des questions abstraites de souveraineté nationale ou de contrôle des ressources, mais pour que chaque enfant burkinabé puisse grandir dans la dignité et réaliser son potentiel sans être écrasé par la pauvreté ou l'exploitation. Tant qu'il restera un seul enfant dormant dans nos rues, tant qu'il restera une seule famille incapable de nourrir ses enfants
Pendant que les richesses de notre sol enrichissent des actionnaires lointains, notre révolution sera inachevée. Fatima nous montre le chemin, non pas par de grands discours ou des théories compliquées, mais par l'exemple simple et puissant d'une personne qui refuse d'accepter l'injustice même quand elle en est la principale victime. Maintenant que vous connaissez l'histoire complète de Fatima et d'Ibrahim Traoré, j'aimerais vous inviter à faire partie de quelque chose de plus grand. Ce canal existe pour raconter ces histoires vraies que les médias traditionnels ignorent souvent, ces récits de courage ordinaire qui changent le monde plus sûrement que tous les traités diplomatiques. Mais je ne peux continuer ce travail sans vous. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage me permet de toucher plus de personnes et de donner une voix à ceux qu'on n'entend généralement jamais. Je ne vous demande pas de vous abonner par politesse ou par habitude, je vous demande de rejoindre une communauté de personnes qui croient à que les vraies histoires ont le pouvoir de changer notre façon de voir le monde. Dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que vous ressentez après avoir entendu l'histoire de Fatima. Auriez-vous eu son courage? Connaissez-vous des situations où une personne ordinaire a fait une différence extraordinaire? Quelles autres histoires aimeriez-vous que je raconte sur ce canal? Vos suggestions et vos réflexions nourrissent mon travail et m'aident à comprendre ce qui résonne le plus profondément avec vous. Ensemble, nous pouvons créer un espace où les histoires authentiques de lutte et d'espoir trouvent à leur place, où les héros discrets reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire et surtout, partagez cette vidéo avec les personnes dans votre vie qui ont besoin d'être inspirées. Parce que comme Fatima nous l'a montré, une seule personne qui refuse de rester silencieuse peut changer le destin de toute une nation.